Bonjour et bienvenue dans Côté Château, votre émission sur les terroirs de Nouvelle-Aquitaine. Avec Alexandre Berne, je vous propose une émission spéciale Bergerac à l'occasion des 700 ans du consulat de la Vinée. Une histoire des vins de Bergerac qui a débuté en 1322 sur un territoire appelé à l'époque Vinée. Allez, entrez dans ces rangs de vignes, Côté Château, c'est chez vous. Alors Johan, qu'est-ce qu'on fait comme travaux en ce moment ? La taille, le tirage de bois, le carassonnage et le pliage. Et là, on voit des plantes assez exceptionnelles. Qu'est-ce que c'est ? La ravanelle, le cousin du navet. Regardez, si je vous montre, ça peut se manger. Enfin, là on peut manger le navet si vous voulez. Et si c'est moins fleuri, on peut manger ça en salade, en soupe ou tout, comme on veut, comme on prépare. Nous nous retrouvons à Razac de Saucignac au château Courlému où nous allons retrouver Pierre-Jean Sadou, vigneron ici depuis 1971. Bonjour Pierre-Jean, comment allez-vous ? Bonjour, ça va, merci. Alors Bergerac, on sait que c'est une histoire séculaire. On en a d'ailleurs la preuve avec les photos de vos ancêtres ici. Là, il y a le grand-père qui était compagnon tonnelier, dont le nom de compagnon était Tourangeau-la-Gaîté. Et ici, c'est une photo des vendangeurs, de l'équipe de vendange sur l'exploitation en 1891. Il y a au moins autour de 70 personnes. Et on peut voir le travail de chacun. Il y a le maître de chai avec son sceptre de commandement qui est l'as pour les barriques, où il y a le conducteur de char à bœuf qui a son aiguillon pour amener le raisin de la vigne. Il y a tout un tas de dames qui coupaient le raisin et aussi de gamins qui avaient une douzaine d'années. À l'époque, voilà, les gamins pouvaient travailler un petit peu. Voilà. Alors l'histoire de Bergerac est encore beaucoup plus ancienne puisqu'elle remonte au 16 janvier 1322 où le seigneur de Bergerac, Renaud de Ponce, a finalement octroyé au consul la position de cette marque à feu. Expliquez-nous qu'est-ce que ça traduisait cette marque à feu ? C'était simplement pour contrôler la qualité des vins et donc être sûr de leur authenticité. C'était goûter les vins qu'on laissait rentrer dans Bergerac pour après partir par le port, eh bien, ils devaient être dégustés et on leur appliquait une marque à feu qui prouvait que c'était bien des vins qui étaient de bonne qualité, qui étaient loyaux et marchands. Voilà. Alors on va voir la qualité de vos vins, on va d'embaucher. Allez, Oui. Allons-y. Là, il y a le trésor, hein, Pierre-Jean. Oui, c'est sûr que ça participe aussi au côté trésor du vin qui va durer, que les gens pourront boire pendant longtemps. Et voilà. Et au dernier salon que l'on a fait, plein de gens m'ont dit on a ouvert une bouteille à vous qui avait 12 ans, 15 ans. Que quand on les invite pour venir au salon, ils vont tout de suite, ils reçoivent l'invitation, ils vont chercher une bouteille au fond de la cave et puis voilà. Et donc après, ils nous font quelques compliments et ma foi, ça sert à continuer le métier. C'est un blanc sec donc qui est élevé, qui fermente en bois et qui est élevé en bois pendant 9 mois à peu près. Voilà. En fait, Pierre-Jean, la consécration aussi, c'est 1936 avec le début des appellations qui ont consacré Bergerac. Oui, bien sûr, mais on peut remonter aux années 1300 et même 1254, où c'était le roi d'Angleterre qui avait donné des privilèges aux vignerons de Bergerac. Et après, avec les consulats de la Vinée, qui était le conseil d'administration de Bergerac, et c'est ces gens-là qui décidaient de la commercialisation, de l'avenir et du bon cheminement des affaires des vignerons de Bergerac. Des affaires prospères, hein ? Bergerac a eu des heures de gloire et on se sert de son passé pour aller vers un avenir où on a des atouts importants dans notre région avec nos sols, nos terroirs et nos vignerons, bien sûr. Voilà, un joli terroir qui donne de fabuleux vins. Alors au niveau quantité, c'est pas toujours glorieux, l'an dernier notamment. Ah oui, ça c'est le métier de vigneron. On est plus sur le fil du rasoir parce que notre propriété est réputée non gelive et pourtant elle a gelé en 2017 et
et elle a regelé aussi en 21. Et en 2021, justement, on a produit à Bergerac et Duras seulement 425 400 hectolitres, l'une des plus faibles productions depuis 2017. Regardez ce reportage au moment des vendanges, réalisé par Philippe Nicolai et Anne-Laure Mérignac. Le ronronnement des machines à vendanger a enfin repris. À Colombier, il est urgent de récolter les grappes destinées au vin rouge, un empressement qui s'explique, des gelées au printemps et un excédent de pluie pendant l'été, deux facteurs qui favorisent l'arrivée de la pourriture. Il y a les pourritures qui commencent à s'installer, il faut vendanger avant la maturité technologique complète, en fait, et pour essayer de sauver un peu les meubles. Autre signe inquiétant, la quantité récoltée. Peu de va-et-vient entre la vigne et la cave, la production est en baisse. Moins de bouteilles et moins de production, oui, surtout, voilà, parce que nous on fait aussi de la production pour le négoce, quoi, on ne fait pas uniquement de la bouteille, il y aura moins de vin sur le marché, quoi. Confirmation dans le vignoble de Pécharmant. Accompagné de la technicienne, ce viticulteur le constate. 2021 sera une année très en dessous de la moyenne dans l'appellation Bergerac-Duras, qui produit d'habitude 500 000 hectolitres. Quand on n'a pas de vin, on ne le vend pas, donc ça ne fait pas d'entrée d'argent. Et même si les prix bougeaient, mais ce qui n'est pas le cas, on ne peut jamais rattraper une perte de récolte. Première difficulté. Deuxième difficulté, c'est la perte des clients. Parce que quand on ne peut pas fournir les clients, ils peuvent aller voir ailleurs. Et ça, c'est toujours très embêtant parce qu'après, les marchés sont très durs à reconquérir. 40% de pertes en moyenne, des prévisions pessimistes. Les vendanges, elles, se poursuivent avec le début de la récolte des Montbazillac, début octobre. Une récolte annoncée bien meilleure que celle des rouges. Quand on se plonge dans l'histoire des vins de Bergerac, bien évidemment, on s'arrête à Montbazillac avec Francis Borderie. Francis, vous êtes la 3e génération de vignerons ici. Oui, je suis la 3e génération du château Poulvert. Et alors, cette histoire de Montbazillac, c'est une histoire qui remonte au XVIe siècle. C'est un peu l'âge d'or de la commercialisation des vins de Bergerac. Oui, au XVIe siècle déjà, Château Poulvert, c'était une dépendance du château de Montbazillac. Et à l'époque, justement, avec la Vinet, normalement, tout le vignoble était plutôt au nord de Bergerac. Alors qu'après, à partir du XVIe siècle, ils se sont installés au sud de la Dordogne, et donc la région de Montbazillac. Et il y a eu toute une commercialisation qui s'est faite avec un développement avec les Flamands et les Pays-Bas. Alors nous, on a été, bien sûr, à cette époque-là, avec les Pays-Bas, enfin la Hollande aujourd'hui, et nous, on s'appelait Château Poulvert Rose-Boissière. Et Rose-Boissière, c'était les anciens propriétaires qui s'appelaient, la dame s'appelait Rose et Boissière, et c'est pour ça qu'on avait cette marque hollandaise qu'on marquait sur l'étiquette. On reste toujours conscient qu'on a été des expéditeurs de Montbazillac aux Pays-Bas. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y a eu autant d'engouement aux Pays-Bas pour ces vins de Montbazillac? Alors ça, c'est surtout, il y avait beaucoup de protestants, Montbazillac et Bergerac, il y avait beaucoup de protestants qui sont partis en Hollande. Et avec eux, au moment de l'île de Nantes, et avec eux, ils sont partis avec le vin de Montbazillac parce qu'ils adorent les vins blancs doux. Et donc, il y avait un commerce florissant. Et d'ailleurs, il y a eu un bateau, l'Amsterdamer, qui avait coulé au sud de l'Angleterre avec toute sa cargaison de Montbazillac. Et ça, j'en garde un souvenir incroyable parce que on est allé à Amsterdam en 89 et on a découvert, bien sûr, ces bouteilles un peu bizarres, qui c'était de 1747, le vin, et on l'a dégusté et c'était top. C'était vraiment top. Et ces vins de Montbazillac, donc c'est des vins liquoreux, avant toute chose, vous consacrez la moitié de votre production aux vins liquoreux? C'est ça, on a 50% du vignoble est en Montbazillac. On fait du blanc, du rouge, du rosé, du moelleux. Ces vins liquoreux de Montbazillac, aujourd'hui, ils se commercialisent aussi bien, enfin on va dire peut-être mieux, peut-être que les sauternes. Alors écoutez, oui, on n'a pas à se plaindre, bien sûr, Montbazillac, parce que tous les clients nous le trouvent plus fruité, pas trop sirupeux. Voilà. Et on a un bon équilibre entre la liqueur et l'alcool, et les clients, ils aiment ça. Voilà, et chaque année est organisé un concours des crus de Montbazillac. La 26e édition a eu lieu à la tonnerie Nadalier à Ludon-Médoc en décembre dernier, où un hommage appuyé a été rendu à Christian Roche du domaine de l'Ancienne Cure. Regardez ce reportage.
Je voulais avoir une pensée pour Christian Roche, que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui est parti pas ce week-end, le week-end d'avant. Ce 26e concours est dédié à Christian Roche, grand vigneron de Montbazillac, décédé il y a 9 jours, déjà lauréat en 2016. Un concours qu'il aimait bien, où 32 crus de vins liquoreux se disputent le titre sous forme de tournoi de tennis, en dégustation 1 contre 1, depuis les 32e de finale. Donc vous levez le vin correspondant à celui que vous avez préféré, cordon bleu ou cordon blanc. Un tournoi assez ludique, avec de fins dégustateurs, des sommeliers, œnologues, vignerons, cavistes et restaurateurs ayant un goût affirmé en matière de vin liquoreux. Moi j'aime beaucoup l'acidité et la fraîcheur, donc déjà ça m'a déjà donné un point fort. Il y a énormément d'aromatiques cette année sur les Montbazillac. On a ce côté légèrement boisé qui commence un petit peu aussi à revenir. Et on monte en gamme à chaque fois. Là on était passé en 16e, on va passer en 8e de finale et 4e de finale. Et ça va être extraordinaire, ça va être explosif. Un moment important pour l'appellation et ses 144 vignerons qui produisent 9 millions de bouteilles de liquoreux à l'année. C'est le coup de cœur, c'est ce qui plaît, c'est ce qui fait le charme. Et bon, bien entendu, comme tout concours, pour nous, c'est très important de mettre en avant les vins de Montbazillac qui sont si particuliers avec leur richesse en sucre, issus du Botrytis. Et en finale, c'est une fois de plus la consécration pour cette figure de l'appellation dont son aïeul a créé l'AOC en 1936. Le vainqueur, c'est l'extase de l'ancienne cure de Christian Roche. Christian a toujours été un grand vigneron et l'année qu'il réussisse, voilà, ça fait chaud au cœur. Un millésime 2020 en bio à garder quelque peu pour les repas de fête, à consommer avec modération. On se retrouve au port de la Dordogne, quai Cyrano, et plus précisément dans le cloître des Récollets, qui est bien empreint de l'histoire de Bergerac, avec Yan Laborie, historien. Yan, expliquez-nous un petit peu, cette histoire des vins de Bergerac est très très ancienne. Très ancienne, la culture de la vigne dans la vallée de la Dordogne, comme dans toute la Gascogne, est quasiment bimillénaire, mais le vignoble de Bergerac n'a véritablement pris sa réalité commerciale et a dépassé le stade de l'approvisionnement local pour devenir un vignoble exportateur à partir du bas Moyen-Âge, entre les années 1250 et les années 1320, 1330. Avec l'Angleterre et les Pays-Bas. Alors la première phase de cette histoire, c'est la succession de 2 crises géopolitiques, on dirait aujourd'hui. Confrontation du roi d'Angleterre avec le roi-duc anglais qui tient l'Aquitaine, et puis confrontation des habitants de la ville naissante au XIIIe siècle, des bourgeois de Bergerac, avec le seigneur du château de Bergerac. Et dans cette conjoncture, dans ce contexte, en l'espace de moins d'1 siècle, les bourgeois de la ville vont s'emparer à la fois de la maîtrise de la culture de la vigne, mais aussi de l'écoulement des fruits qu'elle donnait. Et naturellement, l'ouverture vers l'Angleterre a été le premier marché des vins de Bergerac. On est dans une ville de consulat, pas dans une mairie, c'est une représentation collective. Ces consuls possèdent l'entièreté des moyens pour maîtriser la production, l'écoulement des vins et aussi tout le système protectionniste qui l'entourait et qui protégeait le vignoble de Bergerac des vignobles étrangers. Et notamment, dans l'espace gascon, le bassin de la Dordogne et la Garonne, Bergerac se singularise dès cette époque en possédant une capacité d'écouler librement vers la mer sa production, en échappant au protectionnisme qu'essaie de mettre en place Bordeaux très tôt. Et l'outil majeur de cette liberté bergeracoise a été d'acquérir la libre descente en toute saison des vins par la rivière Dordogne. Et ces vins s'échappaient, prenaient la mer à Libourne. Ils pouvaient arriver en primeur sur le marché grâce à cette maîtrise de cette liberté de naviguer sur la Dordogne. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de cette confrérie ? On est plus dans le folklore aujourd'hui, ils ont plus le pouvoir qu'ils pouvaient avoir dans le temps. Je ne crois pas. Enfin, le terme folklore, il devient un peu
connoté aujourd'hui, c'est plutôt, je crois, le respect, l'ancrage dans une tradition et une réalité historique. Ce n'est pas qu'un effet de mémoire. Et le terme de consul qu'utilisent aujourd'hui les membres de la confrérie pour se définir ne fait que reprendre la réalité passée, qui était que le poids de la viticulture avait fait que la première des activités, quasiment du consulat municipal qui a fonctionné du XIIIe siècle jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, ce consulat s'occupait de la vigne, de défendre les intérêts des producteurs, etc. Donc il y a un vrai ancrage historique, le terme n'est pas galvaudé, et le rôle de la confrérie, du consulat de la Vignée actuel est en quelque sorte le même que par le passé, vanter les vins de Bergerac pour qu'ils se vendent au mieux. Pour cette dernière partie de Côté Château, on se retrouve avec Anthony Castin qui incarne véritablement la nouvelle génération. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Anthony, alors vous êtes à la tête du domaine de Grangeneuve, ici à Pomport. Qu'est-ce que ça fait déjà d'être membre de la Vignée? Ça en jette? Ça en jette, ça fait un grade, même si le titre n'est qu'honorifique aujourd'hui. C'est une reconnaissance un petit peu de la profession, puisqu'en fait tout le monde ne peut pas être grand consul. Donc c'est vrai que quand mes pères m'ont proposé de les rejoindre, c'est aussi une petite fierté de pouvoir participer en fait à la promotion des vins de Bergerac à travers cette confrérie. L'avenir, vous le voyez comment? Vous allez les pousser un petit peu tous? On va les bousculer un petit peu, oui, parce que... Alors c'est vrai, hein, je commence à avoir des cheveux blancs, c'est vrai qu'en général, il faut avoir quelques années de profession derrière soi avant de devenir grand consul, donc forcément ça veut dire que... j'ai pas passé le cap de la jeunesse, mais je suis pas encore... complètement dans le troisième âge, donc oui, on les bouscule déjà, mais bon, ils ont pas besoin forcément de nous pour être bousculés. Alors Anthony, comment vous voyez l'avenir en tant que jeune vigneron ici à Bergerac? Bon, on est obligé de le voir de côté positif. Bon, c'est un très beau métier, une passion, mais à côté de ça, c'est vrai qu'on va faire face à d'énormes défis qu'il va falloir relever. Autrefois, on a posé une patte de griffon sur les fûts de Bergerac. Aujourd'hui, quelle est la patte du vigneron? La patte du vigneron, c'est s'adapter en fait à son environnement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est obligé de faire évoluer nos pratiques culturelles, puisqu'en fait le climat nous y oblige, et donc pour toujours faire des vins qui soient à la hauteur de ce que nos anciens approuvaient par la patte de griffon, on est obligé de faire évoluer nos pratiques. Alors, des pratiques aussi qui vont dans le sens de l'environnement? Oui, énormément. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas un seul vigneron qui a pris conscience que l'environnement, c'est le défi d'aujourd'hui, même plus de demain, d'aujourd'hui. Donc on voit bien, il y a plein de vignerons qui sont aujourd'hui en HVE, c'est même le minimum pour vendre. D'autres, comme moi, sont en conversion vers l'agriculture biologique, et d'autres encore le sont déjà depuis quelques années. Voilà, ainsi se termine ce numéro spécial de Côté Château, spécial 700 ans de la Vignée. Prochain numéro dans un mois sur un nouveau terroir de Nouvelle-Aquitaine.